Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de Groupama pour ce nouvel épisode de l'émission Agriculture et vous en Saône-et-Loire. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet capital pour l'avenir de l'agriculture, mais pas que, la décarbonation dans le milieu viticole. A tout de suite avec nos invités sur le plateau. Et nous revoilà sur le plateau de votre émission Agriculture et vous en Saône-et-Loire. Nous allons parler aujourd'hui de décarbonation et nous avons là 3 spécialistes pour aborder ce sujet-là. À ma gauche, j'ai Marie Spetbrot qui est le responsable du changement climatique au Vinipol Sud. Ça, tout à fait. Bonjour. Bonjour et merci de remplacer au pied levé Benjamin Alban qui a un petit souci de dernière minute. C'est ça. J'ai également avec moi Michel Barraud qui est le président de la coopérative des Terres Secrètes et qui est aussi administrateur du BIVB. Exactement, bonjour. Bonjour. Et enfin, j'ai Franz Ludwig Gondard. Vous êtes vigneron à Virey sur 18 hectares. Merci d'être là. C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Et avant, pour commencer, nous allons vous proposer un témoignage, la vidéo d'Emeline Favre, qui est en charge du développement durable à la coopérative des Terres Secrètes, qui va vous présenter notamment la bouteille Cerceau. A tout de suite. Je suis Emeline Favre, je suis responsable vignes et terroirs pour la cave des Terres Secrètes. Je suis également chargée du développement durable au sein des 2 structures, Terres Secrètes et Nuiton-Beaunois. La cave des Terres Secrètes, c'est 880 hectares de vignes, alors spécialisées dans l'appellation Saint-Véran et Mâcon Village, et avec une petite partie également de production Bourgogne aligoté, Bourgogne Pinot Noir et Mâcon Rouge. On a la spécialisation de la sélection parcellaire chez nous, puisqu'on a plus de 60 sélections parcellaires qui sont réalisées sur les 880 hectares de vignes, avec la collaboration de nos vignerons évidemment et nos œnologues. La démarche bas carbone, donc ça va être déjà essayer de réduire notre empreinte des gaz à effet de serre. Donc ça va passer par de l'éco-conception d'emballage, ça va passer par de la captation de carbone dans les sols, ça va passer aussi par une démarche structurante, par la labellisation vigneron engagé, qui est une démarche de progrès dans le développement durable. Il y a un diagnostic en fait qui nous permet de comprendre notre empreinte carbone très précisément par le Wine Pilot, par le biais du BIVB. On est déjà dans une démarche de développement durable avec vignerons engagés. Donc on a déjà ces diagnostics qui étaient présents au sein de l'entreprise et qui nous permettaient déjà d'avoir des leviers sur certains axes prioritaires dans notre processus, comme l'emballage, puisqu'on sait que l'emballage représente 37% du bilan carbone de la structure vitivinicole aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une démarche globale. La gamme Cerceau, donc, elle nous a permis justement de comprendre notre empreinte carbone et de la réduire. Donc, on a travaillé sur la bouteille, sur le carton, sur le bouchage, sur la capsule qu'on a enlevée, sur les étiquettes et même sur l'encre de l'étiquette. Donc, tout a été travaillé pour diminuer en fait notre empreinte totale sur le produit. Et nous revoilà sur le plateau. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet avec nos invités, et notamment avec vous, Marie. Vous êtes un peu la plus scientifique de la bande, on va dire. Alors, il vous revient un petit peu de nous poser le cadre, un petit peu de définir ce que c'est que la décarbonation. Donc, quand on parle décarbonation, qu'est-ce que ça veut dire ? Décarboner, c'est surtout réduire ses émissions de CO2, en particulier tout ce qui va être lié du coup aux activités humaines. L'objectif principal, en fait, ça va être de venir lutter contre le changement climatique en limitant l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre sont à l'origine une production naturelle. Sans eux, on ne pourrait pas vivre à la surface du globe puisque la température à la surface serait d'environ moins 18 degrés au lieu des 10-15 degrés en moyenne lissés sur une année qu'on connaît. Donc, ce ne serait pas possible. Mais cette amplification est vraiment liée aux activités humaines actuelles et
c'est ce qu'on va essayer, nous, de réduire dans ce cas-là. Donc tous les secteurs sont concernés par cette décarbonation, que ce soit les industries, le transport, l'énergie et donc l'agriculture. Et donc on va avoir pour objectif de limiter en fait le réchauffement à plus 1,5, plus 2 degrés max, et également avoir un double objectif du coup de transition énergétique, donc de réduire en fait notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, pour effectuer tout ça, on va pouvoir mettre en place différents leviers, 2 types de leviers principaux. Des leviers pour réduire les émissions à proprement dit, qu'on verra tout à l'heure, et des leviers pour compenser, donc c'est-à-dire augmenter le stockage, augmenter cette captation en carbone. C'est l'addition, on va dire, de ces 2 choses-là va permettre une certaine neutralité, dont on discutera juste après. Et on a quand même quelques défis liés à tout ça, notamment les coûts de l'innovation, l'acceptabilité sociale aussi d'effectuer des nouvelles pratiques qu'on ne connaît pas encore, et d'essayer d'atteindre un équilibre économique, puisque on cherche à construire un système viable et durable. Et donc l'idée, c'est vraiment de repenser nos modèles de production et de consommation de manière collective et stratégique. Nous allons rentrer un peu plus dans le détail, parce que Michel Barraud, la Bourgogne s'est lancé un sacré défi. C'est celui de la neutralité carbone en 2035. Alors rappelez-nous un petit peu quand et pourquoi avoir pris cette décision, et puis comment cette stratégie s'organise concrètement là. Alors cette décision elle a été actée dans le plan ambition 2020-2025 par le BIVB dans un premier temps, et puis ça a été confirmé par l'Assemblée générale du BIVB de juin 2023, où effectivement on a pris la décision d'aller vers cette neutralité carbone pour 2035. Vous avez quelques chiffres sur le CO2 produit en Bourgogne? Oui, à l'échelle de la viticulture bourguignonne, c'est à peu près 380 000 tonnes de CO2 produits. Donc forcément, c'est important. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Et l'objectif, effectivement, c'est de réduire de 60% les émissions pour tomber à 150-160 000 tonnes à peu près de CO2 à horizon 2035. Et donc pour arriver à la neutralité, il faut augmenter le stockage, donc c'est ça? Il faut déjà réduire les émissions, c'est sûr. Déjà réduire les émissions au maximum, trouver beaucoup d'actions possibles à mettre en place pour réduire les émissions dans un premier temps. Et ensuite, quand on arrivera à cette réduction, on parlera séquestration. Très bien. Franz Lugving, vous êtes, donc, je l'ai dit, vigneron à Virey, mais vous avez intégré un GIE, donc un groupement d'intérêt économique et environnemental. De quoi s'agit-il, et puis qu'est-ce qui vous pousse à intégrer cette démarche ? Alors, c'est un groupe de vignerons, en fait, des vignerons de tous horizons. Il y a des vignerons labellisés bio, des vignerons qui ne sont pas labellisés du tout. Mais on a vraiment une volonté commune d'avancer ensemble, que ce soit sur les sujets écologiques ou de transition climatique, avec le réchauffement du climat qu'on connaît tous à l'heure actuelle. L'idée en fait d'avancer en groupe, c'était de partager les expériences de chacun, d'essayer aussi divers leviers sur l'écologie et le changement climatique. Donc on a tous mis en place diverses actions au départ. On a établi dans un premier temps un plan d'action global avec les GI2E en traçant 5 axes différents. Donc il y avait un axe sur l'eau, un axe sur les sols, un axe sur le changement climatique. Le carbone est arrivé aussi donc dans les divers axes à aborder, parce que c'est évolutif aussi. C'est un groupement qu'on a constitué. La première version a duré 5 ans et maintenant on est reparti sur 7 ans en étoffant un petit peu le nombre de vignerons. Vous êtes une dizaine, vous l'avez dit ? Oui, on est à peu près une dizaine. En fait, on avait tous différentes sensibilités. On avait tous différents essais qu'on mettait en place chez nous dans nos structures. Et le but, en fait, c'est d'avancer sur ce qui nous concernait et ce qu'on pensait être important pour nous dans un premier temps, mais sans se fermer à ce qui était fait chez les autres. Et en fait, ça a créé un groupe de réflexion. Et à travers nos différentes expériences, on picore un petit peu les uns chez les autres pour avancer sur nos exploitations respectives. Alors, je reste avec vous parce que vous avez testé un outil qui est très important dans la politique de décarbonation, c'est l'outil Wine Pilot, qui est l'outil de diagnostic à l'échelle d'une exploitation de l'émission de carbone. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça prend du temps ? Et quels sont un peu les premiers résultats ? Alors,
compliqué, pas vraiment. Que ça prenne du temps, oui, un petit peu, surtout pour une première approche et une première fois. Donc c'est une web application. Le bilan prend à peu près une demi-journée. Moi, j'ai mis à peu près 3 à 4 heures pour établir le bilan. Pour le faire correctement, c'est ce qu'il faut, puisque ça demande de piocher dans pas mal de documents. Donc c'est mieux de les avoir sous la main. On compile différentes données, en fait, que ce soit nos consommations de carburant, notre nombre de salariés, les trajets pour le travail de nos salariés, les matières qu'on utilise pour nos emballages, la surface de vigne, les pratiques qu'on met en place à la vigne sur nos engrais, sur les différents plans d'action sur la plante. C'est un outil, en fait, pour établir le premier constat. Moi, c'est vraiment un état des lieux. J'y allais un petit peu la fleur au fusil, moi, parce que j'étais assez tranquille sur mes pratiques. Je mets que des engrais organiques, on laboure nos sols, on n'a que des vieux engins qui sont peu consommateurs en carburant. Ce que je pensais, parce que quand on pense carbone, on pense carburant en premier. Et là où en fait on tombe un petit peu des nues, c'est que le post-emballage, c'est un des postes les plus gourmands qui existent sur nos exploitations. C'est un constat qui est général, c'est pas que sur mon exploitation. Et on s'aperçoit aussi dans les discussions, puisqu'on a eu plusieurs réunions avec donc Marie et Mathieu Oudot du BIVB, qui est aussi spécialiste sur le carbone, on s'aperçoit qu'il va être plus facile de réduire son empreinte plutôt que de séquestrer l'équivalent de ce qu'on émet actuellement sur nos exploitations. On reviendra sur effectivement les moyens de séquestrer. Michel Barraud, donc, il a expliqué que les emballages étaient le pôle le plus important d'émissions de gaz à effet de serre. C'est votre constat aussi. Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place un petit peu chez vous pour y faire face ? Alors oui, c'est le constat. C'est 36% à peu près des émissions, en fait, ce poste-là. Donc, c'est vraiment conséquent. Alors, ce que l'on fait, c'est forcément le sujet le plus impactant, c'est le verre, en fait. C'est le poids de la bouteille. C'est ce que vous avez pu voir dans le reportage concernant Cerceau, notamment. Donc, le poids de la bouteille, c'est vraiment une action facile à mettre en place pour tous les viticulteurs bourguignons. Il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Enfin, beaucoup de viticulteurs le pratiquent. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais après, il y a tout le concept de l'emballage. Effectivement, ça passe par la capsule existante ou non. C'est le choix du bouchon aussi. C'est les étiquettes aussi, le papier recyclé, le choix des encres sur l'étiquette. Enfin, voilà, des tas de choses. Le carton aussi, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, on peut avoir... Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et il faut avoir une réflexion à tous les étages. Les gains sont parfois faibles, mais chaque réflexion a du sens. Alors, petit rappel, donc, c'est les emballages qui émettent le plus, mais ensuite, il y a les déplacements des vignerons et des salariés. Il y a les frets, il y a les immobilisations, il y a l'énergie à la vigne, c'est-à-dire les tracteurs, et l'énergie pour la vinification au niveau de la cuverie. Marie, vous travaillez donc vraiment sur tout ce qui est levier agricole. Qu'est-ce que vous testez à Vinipôle ? Alors, on pense beaucoup forcément à l'électrique en ce moment. Est-ce que vous avez des essais sur ce sujet-là ? Tout à fait. Donc nous, effectivement, en tant que conseiller viticole, on va se centrer sur l'atelier viticole, les pratiques vraiment sur le terrain en elles-mêmes. Et donc, pour ça, on a déjà notre domaine expérimental à la Chambre d'agriculture, notamment la plateforme de RUI, qui est celle sur laquelle on teste énormément de choses sur le changement climatique. Et on a également des projets où on va venir accompagner des viticulteurs pour effectivement mettre en place ce type de levier. Donc, au niveau des leviers, on a, comme on disait, des leviers pour réduire. Donc, effectivement, au niveau consommation de carburant, on fait des essais actuellement avec un enjambeur électrique, un Sabiagri, pour acquérir des références et puis justement participer à un projet qui s'appelle MOCA, qui concerne du coup la matière organique dans les sols. Comme autre levier, on va également avoir la possibilité de réduire son nombre de passages, de regarder pour effectuer de la traction animale, par exemple. Au niveau de tout ce qui est produits phytosanitaires, on va essayer de faire les meilleurs réglages du matériel de pulvérisation, de réduire... Alors, dans la mesure du possible, sa quantité ses doses de produits phytosanitaires, utiliser des biocontrôles, ce genre de choses. On va pouvoir également essayer de jouer sur ses équipements, donc notamment son palissage, ses moyens de lutte contre le gel, essayer d'utiliser ceux, dans la mesure du possible, qui sont les moins émetteurs. Et après, du coup, on a tout ce qui est levier vraiment
viticole, donc sur le sol, avec du coup de l'enherbement, de la mise en place de couverts végétaux, de paillage, de mulch. Là, c'est pour stocker plus de carbone. C'est ça. Là, on est sur du coup la partie stockage, séquestration. On va parler également d'engrais verts, d'essayer de substituer ces amendements minéraux pour des organiques, ce genre de choses-là. On va tester du nouveau matériel végétal un peu plus tolérant à la sécheresse et aux maladies. Des plantations de haies aussi Plantation de haies, agroforesterie, donc des arbres en intraparcellaire, en pourtour de parcelles, pour venir également stocker. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de pistes en tout cas. Beaucoup de pistes. Je reste avec Même vous. si... Juste en quelques mots, vous avez parlé de Reuilly. Oui, tout il y à a fait. une tour à carbone. Alors expliquez-nous en quelques mots. Une tour à flux. Une tour à flux. C'est ça, donc en fait c'est un instrument de mesure, ça ressemble à une petite tour, c'est ça, avec différents capteurs. Qui vont venir capter différents types de mesures. Donc un pour les échanges de carbone à proprement dit, les échanges de gaz, un plutôt pour le rayonnement, et ensuite on a deux espèces de stations qui vont venir mesurer la température et l'hygrométrie de l'air d'un côté et du sol de l'autre. Et donc cette tour, elle va permettre d'obtenir un bilan net de CO2 de la parcelle. Donc ce qui va être en fait la différence entre le déstockage et le stockage, donc les émissions et le stockage. Donc si j'ai bien compris, on va pouvoir savoir en temps réel si la parcelle perd ou gagne du... Tout à fait, c'est ça. Et donc en journée, par exemple, on va avoir un bilan qui est négatif, puisque la plante, en effectuant de la photosynthèse, va venir stocker du carbone plus qu'elle ne va émettre. Pareil, si on a un enherbement sur le sol, par exemple. Et par contre... ça s'inverse la nuit, forcément, vu qu'on n'a plus de production de photosynthèse, mais plutôt des émissions de CO2. Et ça va aussi être très dépendant des saisons, du coup, puisque directement en sortie de vendange, la vigne commence à perdre ses feuilles, et donc sur l'année, on a un décalage. Donc c'est intéressant de le voir sur plusieurs années, d'effectuer des mesures, et tout ça qui sert justement au projet MOCA. Voilà. Franz Ludwig, vous n'avez pas de tour à flux sur votre parcelle, mais malgré tout, suite à ce diagnostic que vous avez fait tout à l'heure, dont vous nous avez parlé, vous avez engagé quand même des actions concrètes pour améliorer la situation. On a amorcé diverses actions. Moi, la première action qui a vraiment été mise en place au niveau du domaine, c'est l'utilisation de biochar, qui est un charbon obtenu par pyrolyse, qui a le pouvoir de séquestrer beaucoup de carbone. À titre de comparaison, une tonne de biochar est capable de séquestrer 2,5 à 3 tonnes de carbone pendant des centaines d'années. Un hectare de forêt, suivant les types d'essence qu'on a dans la forêt, vont séquestrer 2,4 à 5 tonnes de CO2 par an. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que nos sols soient des puits à carbone. On broie nos sarments depuis beaucoup d'années, donc ça a aussi un impact assez positif sur la séquestration du carbone. On envisage aussi de prendre des bouteilles plus légères. Enfin, je vous dis on envisage parce qu'au moment de réfléchir, enfin, au moment où on a eu la première discussion, c'était quelque chose qui était envisagé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acté. Donc, sur une partie de notre gamme, on a déjà allégé le poids de la bouteille. On est passé d'une bouteille qui faisait presque 600 grammes à une bouteille qui en fait un petit peu moins de 500 aujourd'hui. Ça peut paraître anecdotique, mais ramener sur une masse de bouteilles qui pour nous s'élève à entre 60 et 70 000, ça commence à parler un petit peu. On a aussi, je ne suis pas le seul à mettre des actions en place, on a aussi un vigneron dans le groupe qui est en train de mettre une action avec un collectif qui s'appelle J'aime mes bouteilles pour le relavage des bouteilles. Voilà, et en fait, dès le premier relavage, on s'aperçoit que le bilan carbone de la bouteille est quand même beaucoup plus positif et suivant le type de bouteille que l'on utilise, on peut les relaver jusqu'à 7 à 8 fois. Donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Ça reste des choses qui sont pour le moment anecdotiques, puisque la filière est en train de se réamorcer, de se remettre en place. Pour le coup, sur ce genre de choses-là, un petit coup de main des pouvoirs publics serait le bienvenu. J'imagine qu'ils nous écoutent et qu'ils sauront vous répondre. Michel Barraud, pour conclure, on l'a dit tout à l'heure, 2035, est-ce que c'est un objectif réaliste? Est-ce que vous avez l'impression que les vignerons vous suivent? Alors il y en a, c'est sûr, ils sont actifs, mais on va dire l'ensemble des vignerons vous suit sur cette problématique. Et puis aussi un petit mot sur la situation de la Bourgogne par rapport à d'autres vignobles. Est-ce que les autres vignobles font à peu près ont engagé la même démarche que vous? Alors, l'objectif de l'Europe, c'est 2050, donc faut le savoir. Hein, c'est quand même pas. Vous avez 15 ans d'avance. Voilà, on a 15 ans d'avance. On s'est fixé 2035. Je pense qu'il faut être ambitieux aussi pour que les consciences réagissent et pour qu'on mette en place des actions. Donc,
C'est ambitieux, mais je pense que c'est tout à fait plausible, hein. L'objectif de BIVB, c'est d'y arriver, c'est sûr. Alors comment ? En sensibilisant au maximum, c'est sûr, en sensibilisant les vignerons au maximum. Aujourd'hui, on a un groupe de pilotage au niveau du BIVB qui gère ce travail. Et puis ensuite, forcément, c'est de le faire savoir au maximum, c'est de communiquer sur des actions fortes qui vont faire bouger ce bilan carbone, le faire évoluer et essayer d'emmener tout le monde. Donc ça passe par forcément les familles du BIVB, hein, que ce soit la CAVB et toutes les ODG, ainsi que le négoce. Et puis après, ça passe par toutes les structures telles que la Chambre, comme ça vient d'être expliqué, par tous les groupements aussi de viticulteurs, comme France vient de le présenter. Et sur les autres vignobles, les Bordelais, les Champenois, ils ont des plans similaires? Je dirais que les Champenois avaient commencé tôt en faisant un bilan carbone en 2008. Après, je pense que, sans être trop fier, mais on s'est emparé du sujet assez rapidement et on a travaillé justement sur l'outil. On a travaillé sur l'outil Wine Pilot pour le mettre en place. Aujourd'hui, la Loire et le Bordelais suivent sur ce sujet. Cognac aussi raccroche les wagons. Mais je pense qu'on a un petit temps d'avance et à nous de le conserver et puis de faire au mieux pour que ça progresse. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à mes trois invités. J'espère que nous vous avons aidé à mieux comprendre ce défi de la décarbonation. Si vous aimez votre territoire, votre agriculture, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la repartager sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe technique, Pascal Sandrin et ses deux collègues. Merci à Com et Compagnie, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à l'exploitant de Saône-et-Loire. Et enfin, merci à tous nos fidèles partenaires sans qui on ne pourrait pas faire cette émission. Le département, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le Crédit Agricole, le groupe FDSEA-JA, et l'interprofession Interbev, qui nous propose une vidéo de la collection Flexicroche qui met en avant l'association parfaite entre un légume, en l'occurrence le maïs, et de la viande de veau. Alors bon appétit, bon visionnage et à très bientôt.